Salut! Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire macabre du déchiqueteur du Sud-Est. L'un des premiers tueurs en série identifiés en France, actif à la fin du 19e siècle, dans un paysage rural marqué par la misère, la superstition et l'isolement. Joseph Vacher, le sang dans l'ombre des collines, France, fin du 19e siècle. Le pays dort dans une torpeur poussiéreuse. Les routes sont sales, les hameaux perdus dans des vallées grises, et les forêts respirent un silence lourd, presque complice. C'est dans ce monde entre ombre et boue, entre foi et folie, qu'un homme erre. Un vagabond aux yeux morts. Il porte un chapeau trop grand, une sacoche usée, et parfois un sourire étrange, figé comme une cicatrice. Son nom, Joseph Vacher. Mais il ne sait plus très bien qui il est, ni ce qu'il fait. Seul le sang le rappelle à la vie. Naissance d'un monstre. Joseph Vacher naît le 11 novembre 1869, dans une ferme misérable de la commune de Beaupréau, en Maine-et-Loire. Sa jeunesse est celle de tant d'autres, rude, silencieuse, marquée par le travail des champs et l'autorité d'un père dur. Mais quelque chose ne tourne pas rond. À l'école, on le dit différent. Il ne comprend pas les règles sociales, s'isole, fixe les autres avec une intensité dérangeante. À 17 ans, il entre dans la gendarmerie. Une tentative désespérée de donner un sens à sa vie. Mais ça ne dure pas. Renvoyé pour instabilité mentale, il s'engage dans l'armée. Là encore, refus, rejet. Il erre, mendie, loge chez des cousins, travaille comme berger, paysan, ouvrier, toujours à la marge. Et toujours seul. L'amour qui détruit. En 1893, à Camionneuil, dans l'Isère, il tombe amoureux d'une jeune couturière, Louise Baran. Il la harcèle, la suit, lui écrit des lettres enflammées. Elle le repousse. Lui, ne comprend pas. L'amour, pour Vacher, n'est pas sentiment, c'est possession. Obsession. Un matin, désespéré, il se rend chez elle avec un revolver. Il l'oblige à boire du poison, puis se tire une balle dans la tête. Miraculeusement, ils survivent tous les deux. Mais Vacher est gravement blessé. La balle lui traverse la joue, lui déforme le visage, lui paralyse un côté du visage à jamais. Sa bouche reste tordue, ses yeux ne clignent plus du même rythme. Il porte désormais le masque de sa folie. Interné dans un asile psychiatrique à Dole, il y reste près de 2 ans. Les médecins le jugent démentiel mais non dangereux. Erreur fatale. En 1894, il est relâché. Libre. Et affamé. L'heure de la chasse commence. Il reprend la route. Sans but. Sans loi. Sans remords. Mais quelque chose a changé en lui. La folie, auparavant étouffée, maintenant respire à plein poumon. Il se voit comme un justicier, un élu, un être supérieur. Il parle à Dieu. Il dit que Dieu lui a ordonné de tuer. Pas par rage, par nécessité. Pour purifier. Pour châtier. Et ainsi commence son œuvre de sang. Première victime. Entre août 1894 et juin 1897, Vacher parcourt le sud-est de la France, Isère, L1, Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Il cible les plus vulnérables, bergers isolés, enfants qui gardent les troupeaux, femmes seules dans les champs. Il frappe souvent de jour, profitant de la solitude des campagnes. Il approche avec douceur, feignant d'être un vagabond inoffensif, un ancien soldat en quête d'aide. Puis, soudain, la lame. Ou la hache. Ou ses mains. Ses crimes sont bestiaux. Il étrangle, éventre, décapite, viole. Il arrache les organes sexuels. Il boit le sang de certaines victimes. Il laisse les corps nus, mutilés, exposés aux corbeaux et aux mouches. Parmi ses victimes, Marie-Eulalie Buisson, 14 ans, étranglée près de Champagne en Val-Romay, novembre 1894. Son corps est retrouvé nu, la gorge tranchée. Jeanne Vacher, aucun lien de parenté, 11 ans, violée et égorgée dans les Alpes, 1895. Pierre Paccard, un berger de 71 ans, assassiné à coups de hache près de Vienne. Son foie a été arraché. Marie-Eugénie Fonbonne, 13 ans, découverte dans un champ, le crâne fracturé, les vêtements déchirés. On ne connaît pas le nombre exact de ses victimes. Les historiens parlent de 11 à 14 meurtres confirmés, mais le chiffre réel pourrait être plus élevé. Beaucoup de disparitions n'ont jamais été résolues. L'enquête dans l'ombre. La police est dépassée. Les gendarmes de l'époque ne connaissent pas le concept de « tueur en série ». Chaque meurtre est traité comme un fait isolé,
rural, sans lien. Les préfets minimisent. La presse parle de « bête féroce » ou de « vagabond sanguinaire », jamais d'un même homme. Pourtant, un homme commence à voir le schéma. Docteur Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale à Lyon, pionnier de la criminologie moderne, étudie les rapports d'autopsie. Il note les similitudes troublantes, mode opératoire, type de victime, signature comportementale. Mais il lui manque la preuve. La chute, le 4 novembre 1897, Vacher tente d'assassiner François Hulmeau, un berger près de Champagne en Val-Romay. Mais Hulmeau se défend. Il le blesse, le repousse, donne l'alerte. Vacher fuit, mais il est arrêté quelques jours plus tard, affamé, hagard, errant près d'une gare. Dans sa sacoche, des coupures de journaux relatant ses propres crimes. Des notes délirantes où il se proclame martyr, victime de la société, instrument de Dieu. Il ne nie rien. Il se vante. Le procès, folie ou malice? Le procès s'ouvre à Bourg-en-Bresse le 28 novembre 1898. C'est un spectacle. La France entière retient son souffle. La presse surnomme Vacher le Jacques l'Éventreur français. Les débats tournent autour d'un seul point. Est-il fou? Ses avocats plaident l'aliénation mentale. Ils citent ses hallucinations, ses délires religieux, son traumatisme crânien. Mais Lacassagne, témoin clé, démontre point par point que Vacher est lucide. Qu'il planifie ses attaques. Qu'il ment quand ça l'arrange. Qu'il comprend la gravité de ses actes. Il n'est pas fou, dit Lacassagne. Il est mauvais. Le 30 novembre 1898, Joseph Vacher est condamné à mort. L'exécution. Le 31 décembre 1898, à 5 heures du matin, sur la place de la Liberté à Bourg-en-Bresse, la guillotine attend. Vacher, vêtu d'une blouse blanche, monte les marches sans trembler. Il refuse le prêtre. Il regarde la foule. Il sourit, ce sourire tordu, asymétrique, qui a hanté les chemins de France. Un claquement sec retentit et un silence s'ensuivirent. Héritage de ténèbres. Joseph Vacher laisse derrière lui une France traumatisée. Ses crimes ont révélé l'existence d'un nouveau type de criminel. Le tueur en série, mu par des pulsions profondes, agissant avec une froide méthode. Il a inspiré Lacassagne à développer la profilage criminel et à fonder l'école de Lyon en criminologie. Il a montré que la folie n'est pas toujours un refuge pour le mal, parfois, c'est juste un masque. Aujourd'hui, dans les forêts oubliées du Vercors, dans les collines sèches de la Drôme, les vieillards racontent encore, à voix basse, l'histoire du berger qui mangeait les enfants. Ou du fantôme au visage fendu qui rôde la nuit, cherchant une âme à arracher. Mais Vacher n'est pas un fantôme. Il était bien réel. Et son ombre, longtemps, a plané sur la France rurale noire, sanglante, sans pitié. Devant ses juges il avait dit « Je suis le fléau de Dieu. Je frappe où il me dit de frapper ». L'aspect les plus troublants et les plus sombres de l'histoire de Joseph Vacher. Car c'est là, dans les couloirs humides et les cellules capitonnées d'un asile psychiatrique du Jura, que la bête a appris à se cacher. Dole, 1894. L'atelier de la folie. Après la tentative de double suicide avec Louise Baran, Joseph Vacher est transporté dans un état critique à l'asile d'aliénés de Dole. Son visage est broyé. La balle lui a traversé la mâchoire, sectionné des nerfs, détruit une partie du palais. Il ne peut plus articuler clairement. Il bave. Il grimace. Il cligne d'un œil, l'autre reste fixe, vitreux, comme si l'âme n'y habitait plus qu'à moitié. Les médecins le classent parmi les démentiels avec troubles du langage et du comportement. Il est assigné au pavillon des agités. Mais Vacher, dès les premiers jours, joue un rôle. Il observe. Il écoute. Il note les routines des gardiens, les failles du système, les mots qui apaisent les médecins. Il comprend vite une chose, la folie est une arme. Si on le croit fou, on le relâchera. Si on le croit inoffensif, on le laissera partir. Et c'est ce qu'il désire. Les rapports médicaux, un miroir truqué, les archives de Dole encore conservées révèlent une chose glaçante. Vacher manipule ses observateurs avec une précision chirurgicale. Au début, il est violent. Il crie la nuit. Il se frappe la tête contre les murs. Il refuse de manger. Il parle à des voix. Il écrit des messages incohérents. Dieu me dit de tuer les femmes pour sauver les âmes. Le diable est dans mon œil gauche. Mais au fil des mois, il adoucit son comportement. Il participe aux travaux manuels. Il nettoie les couloirs. Il sourit aux infirmières.
Il répète, inlassablement. Je ne ferai plus de mal. Je veux servir Dieu. Le docteur Émile Méraud, chef de l'asile, tombe dans le piège. Dans un rapport daté de mars 1896, il écrit « Vacher ne présente plus de signes d'agitation. Il est triste, résigné, et manifeste un désir sincère de réinsertion. Son délire semble s'être résorbé. Il n'est pas dangereux. Erreur fatale, car pendant qu'on le juge, guéri, Vacher planifie. Il dessine des cartes dans ses cahiers. Il note les noms des villages traversés par les bergers. Il étudie les horaires des trains. Il cache une petite lame de rasoir dans la doublure de son manteau d'asile. Et le 24 juin 1896, après 22 mois d'internement, on le laisse sortir. Libre à condition de se présenter à la gendarmerie tous les mois. Il ne s'y présentera jamais, dès le lendemain. Il achète un couteau de boucher à Lons-le-Saunier et la chasse reprend. La folie comme masque. Ce qui rend Vacher si terrifiant, ce n'est pas seulement sa cruauté, c'est sa lucidité. Il sait exactement ce qu'il fait. Il choisit ses victimes avec soin. Toujours des personnes sans défense, loin des regards, sans famille puissante. Il ne vole presque rien, il ne tue pas pour l'argent, mais pour le plaisir et l'impunité. Il sait aussi effacer ses traces. Il brûle parfois les vêtements des victimes. Il enterre certains corps sous des tas de feuilles. Il utilise des chemins de contrebandiers pour fuir. Et il utilise sa réputation de fou comme bouclier. Lorsqu'un berger le voit terré près d'un pré, il dit « C'est juste le Vacher. Le dingue de Dole. Il fait peur, mais il ne fait rien. » Et c'est ainsi qu'il tue, encore et encore. Lacassagne démasque le mensonge. Quand le docteur Alexandre Lacassagne examine les rapports de Dole, il est horrifié. Il interroge les gardiens. Il lit les cahiers de Vacher. Il constate que les « délires » du tueur sont trop théâtraux, trop répétitifs, trop adaptés aux attentes des médecins. Dans son expertise pour le procès, il écrit « Vacher n'est pas aliéné. Il est un simulateur de génie. Il a feint la folie pour échapper à la justice, puis s'en est servi comme couverture pour commettre ses crimes en toute impunité. Ce n'est pas un malade, c'est un prédateur conscient, froid et intelligent. » Cette conclusion est révolutionnaire. Pour la première fois en France, on distingue clairement la folie réelle de la folie simulée à des fins criminelles. L'ombre de Dole. Aujourd'hui, l'ancien asile de Dole est un lycée professionnel. Plus personne ne se souvient que, dans l'aile ouest, un homme a appris à devenir un monstre. Mais dans les archives poussiéreuses, ces écrits dorment encore. Et si vous les lisez attentivement, vous y entendrez le rire étouffé d'un tueur qui a trompé la science, la justice et la raison. Il ne voulait pas être fou. Il voulait qu'on le croie fou. Parce que les vrais monstres ne hurlent pas, ils sourient dans le silence. Voilà mes lecteurs, j'espère que cette sordide histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, ou de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Merci.